arranger ma coupe. Arrange, c'est Non, je important. rigole. J'ai oublié, ce sont mes propres cheveux, hein, vous voyez? Ouais, moi aussi. En plus, le pire, c'est que j'ai même pas peigné, rien du tout. Moi aussi. Ça, c'est le Gigi même qui est là. Ah oui. Béni de Dieu. Donc, oui, j'espère que vous allez bien, les gars. Ça fait tellement longtemps. Et aujourd'hui, je viens avec une toute première vidéo. C'est une story time. Vous voyez, je suis pas seule. Je suis avec mon ami. Je le connais depuis 2013 quand même. Voilà. Et aujourd'hui, il va expliquer son histoire, son vécu à lui. Oui. Et je vais le présenter. Il va se présenter lui-même. Moi, je suis ivoirien d'origine. Et lui, il est Camerounais. Mais tout d'abord, vous pouvez vous abonner et activer votre cloche de notification. Voilà, donc je laisse se présenter. Idriss, tu peux te présenter et puis voilà. Oui, bien sûr, je dois me présenter quand même. Il mérite que je me présente. Je suis Idriss Paulin, le béni de Dieu, si vous le voulez. Béni de Dieu. Pourquoi le béni de Dieu? Parce que je viens de très loin. Et c'est ça. Donc, je suis là ce soir pour vous parler un petit peu de mon histoire, de ce que j'ai vécu, de comment je suis arrivé en France, voilà, parce que c'est ça le plus important, hein, de comment je suis arrivé en France, voilà, comment j'ai fait pour m'en sortir jusqu'aujourd'hui, du Cameroun jusqu'ici, voilà. En plus, ce que je veux rajouter, c'est que quand il dit mon vécu, c'est pas que non. En fait, il a fait la traversée de la mer. Parce qu'il y a les gens qui nagent dans les piscines. Voilà. On te parle de la mer. Voilà, la mer Il Méditerranée. au Cameroun. Il est passé par des pays, mais pays Voilà. difficiles à vivre. Jusqu'ici. Et il est arrivé en France. En France. Et par la grâce de Dieu, Dieu sachant faire les choses, il est là en bonne santé avec moi. En bonne santé. J'ai voulu vraiment qu'il passe avec moi sur une story time parce que lui, son histoire enseigne. En fait, ça enseigne beaucoup de choses. Là, c'est en aucun cas pour encourager une personne à prendre la messe, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour tirer des leçons. Parce qu'on peut sortir de la boue et aujourd'hui être bien. Et devenir quelqu'un. Voilà, donc il va expliquer en plusieurs étapes parce que c'est tellement long. C'est trop long. Il y a trop de choses à expliquer. Beaucoup. Mais entre-temps, on va essayer de partager les choses et tout ça et on va voir ce que ça va. C'est mon histoire, voilà, je suis passé par là. Je ne vous dirai rien de ce que peut-être j'ai inventé. Non, je n'invente rien. Je vous raconte que des réalités, des choses que j'ai vécues moi-même, au fait. Donc, vraiment, abonnez-vous et tous les jours, vous aurez toujours des nouveautés. Je vous encourage vraiment à vous abonner, activez vos cloches de notification pour avoir toujours des nouveautés. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la traversée de la Méditerranée. Parce que vous entendez beaucoup parler de Méditerranée, la mer Méditerranée, les gens qui viennent par la mer, ça se passe comment? Déjà, je tiens à vous dire que la mer que vous voyez, la mer Méditerranée que vous voyez, c'est tout un grand mystère qu'il y a là-bas, hein, parce que beaucoup ne le savent pas peut-être. Moi, je suis passé par la mer Méditerranée. Non, c'est pas la piscine, c'est pas un lac, c'est pas un marigot, c'est la mer Méditerranée. C'est la mer Méditerranée. Donc, moi, quand j'étais sur la mer Méditerranée, je n'avais que Dieu. On va expliquer brièvement. Comme je disais, il vient du Cameroun, de Douala, de la capitale économique. Oui, la capitale économique. Oui. Et il vient du quartier New Bell, le quartier de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o fils, le grand neuf. Ah oui, le neuf qui reste neuf. Le neuf qui reste neuf. Non. Qui reste neuf. Oui. C'est ça qui est ça. Oui, c'est vrai. Voilà, je viens justement de New Bell, ce grand quartier de Douala, où tout a commencé vraiment, les amis, tout a commencé à New Bell. Voilà, quartier de souffrance, quartier de galère. C'est pas possible que tous ceux qui sont de New Bell savent de quoi je parle. Quartier de galère. Et c'est là aussi qu'est sorti les vrais hommes, voilà, les enfants prodiges, certains grands footballeurs tels que le grand neuf Samuel Eto'o aujourd'hui que nous connaissons. Voilà. Et c'est de là que tout est parti avec mon histoire, ma galère, ça n'allait pas, c'était chaud, voilà. Puis j'ai décidé un matin, j'ai dit à ma mère que moi je vais partir, je vais aller en aventure. Elle me disait ouais, tu vas aller faire quoi en aventure? C'est compliqué là-bas, c'est pas facile, tout ça. Je dis qu'est-ce qui est facile sur cette terre? Il n'y a rien qui est facile sur cette terre. Tout est toujours compliqué. Rien n'est facile. La vie, la vie c'est un risque. La vie de tous les jours, c'est un risque. Rien n'est facile sur cette terre. La vie de tous les jours est un risque. Et rien de ce qu'on veut faire qui est bien ne nécessite un risque. Tout nécessite toujours un risque. Voilà. Donc voilà, j'ai décidé de risquer ma vie pour être ce que je suis aujourd'hui, sachant que Dieu a promis beaucoup de choses encore avec moi dans ma vie, voilà, et que je vais les vivre. Et je suis déjà en train de vivre pas mal de choses. Et voilà, le meilleur reste encore à venir. C'est comme ça qu'un matin, je me suis levé, j'ai pris mon sac et dit bon,
Gars, Sac de Dora. le sac de Dora, comme tu entends souvent, il dit, gars, moi je m'en vais en aventure. Je dois réussir. Aventurier. Ah oui, oui, je dois réussir. Donc je prends mon sac un jour, je sors et puis je m'en vais. Il dit, bon, gars, est-ce que tu vas aller en aventure avec moi? Il me dit oui. C'était mes 2 amis. Donc, eux aussi voulaient venir en aventure. Il dit, bon, allons. Et c'est Mais comme ça déjà, qu'on est dis-moi parti. qu'au moins ces deux-là, ils sont quand même rentrés en France. Non, les 2 là sont là, hein. Ils sont là. Les 2, ils sont entrés en France. J'ai un ami qui vit aussi en Espagne. J'ai un autre qui est là à Paris. Bon, c'est vrai, moi j'habite à Orléans. Non, nous tous, nous sommes là. Dieu nous a bénis, nous sommes entrés. Donc, vraiment, déjà, je ne conseille pas ce chemin à tout le monde. Moi, je te dis, hein, si tu vas aller là-bas, ça te régale. Ne vois pas parce que aujourd'hui Idriss est arrivé, il est bien, tu crois. Idriss aussi a perdu beaucoup d'amis là-bas. Hein. Explique bien. Ah. Parce que les gens, ils pensent que... J'ai non, perdu c'est pas encouragé. pas mal d'amis en aventure qui sont morts dans la mer. Ouais. Voilà, et même au désert, même sur la barrière de l'Espagne. C'est pour ça que je vous dis, il y a plein de choses que je vais vous expliquer parce que je vais vous parler de la Méditerranée, je vais vous parler de la barrière de l'Espagne, je vais vous parler Mais dis-moi, du désert. Vous avez un nom, non? Normalement, les gens qui traversent, on les appelle Les beaux ailleurs. Les beaux ailleurs, Parce que voilà, voilà, c'est ça. On les appelle les beaux ailleurs, oui. les beaux ailleurs. Les beaux ailleurs, Voilà, c'est ça. Donc, quand vous entendez parler de beaux-arts ou beaux ailleurs, sachez que ce sont les gens qui ont vécu l'aventure, hein, comme moi par exemple, voilà, qui ont une histoire très très forte. Vraiment, respectez-les. Respectez ces gens-là, vraiment, donnez-leur du café, du respect. Parce que c'est pas du n'importe qui. Les personnes souvent qui viennent, c'est pas des personnes qui vivent dans un château au bled. Ah non, et pas qui du tout. veulent laisser leur vie de Ah richesse. non, pas du tout. Traverser de l'eau. Ce sont des personnes... Parce que même un gars qui sait bien nager, ouais. qui sait faire la natation, en vrai, on te parle de la mer. On te parle de la mer Méditerranée. C'est pas, Méditerranée. non, tu prends le flotteur, Ah, on te non. parle de la mer. Oui, oui. Donc quelqu'un peut pas laisser sa richesse chez lui. Pour venir prendre le risque de dire donc, il va aller sur la mer personne. Méditerranée. C'est son vécu à lui. Ah oui, c'est très compliqué. C'était vraiment compliqué parce qu'on entend souvent parler aventure, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est très important de le vivre. Mais je ne souhaite pas vraiment cela à quiconque, vraiment. Je ne souhaite pas. Ce n'est pas un bon chemin, ce n'est pas une bonne route. Ceux qui ont réussi, gloire à Dieu. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, mais lui, là, il a traversé, il est arrivé, il ne veut pas que nous aussi on traverse. Lui, il donne son conseil. Oui. Après, celui qui sait qu'il a les mains pour nager, c'est ça. tu peux affronter les pays. La vie, ça va. Donc, convoi, nous étions 10 dans notre convoi. J'avais deux grands pagayeurs qui étaient au bout, 4 grands pagayeurs au milieu, 2 autres tout au bout pour maintenir l'équilibre au fait. Et il y avait 2 personnes au milieu chargées de retirer l'eau. Et moi, j'étais parmi les 2 personnes pour retirer l'eau. Et puis le chargé de communication aussi. C'était toujours moi qui étais chargé de communication. Donc, bateau, là, vous faites chargé de communication. Ah oui, parce qu'au fait, quand tu es sur la mer Méditerranée, il faut qu'à un moment donné, la marine, la Croix-Rouge espagnole vienne vous retirer sur la mer. Sinon, qui va vous sauver au fait? Vous allez mourir sous l'eau. La main? Non, on appelle justement. On avait un téléphone. Et c'est moi qui avais le téléphone au fait. Et c'était moi qui étais chargé d'appeler justement. Il faut qu'on sache le téléphone. C'est un téléphone pour la main ou... Non, c'est un téléphone normal. Un petit téléphone. Les téléphones qu'on vend à 12 euros, tout cela, voilà. C'est ça, à 10 euros là. Donc du coup, c'est ça que j'avais justement. Et quand nous sommes arrivés sur la ligne internationale, parce que comme j'explique depuis, la ligne internationale c'est l'eau, c'est l'endroit qui sépare l'eau de l'Afrique et l'eau de l'Europe. Quand vous voyez les deux, c'est différent. Franchement, je vous le dis, c'est par expérience, c'est vraiment différent. Donc comme j'expliquais sur mon convoi, j'étais chargé de communication pour appeler la Croix-Rouge espagnole pour qu'ils viennent nous retirer sur la mer Méditerranée au fait. Et dis-toi qu'entre-temps, notre diac était percé. Donc, c'est-à-dire l'eau commençait déjà à entrer bien même sous le diac. J'ai appelé la Croix-Rouge à 3 reprises et je leur ai expliqué ce que je voyais devant moi, tout ça. Il y avait un grand bateau juste devant nous. On a l'habitude de voir avec voilà, un grand bateau rouge et noir. Et c'est ce que je leur expliquais au fait. Parce que déjà quand j'ai appelé la première fois, ils parlaient anglais. J'essayais de bricoler avec le peu d'anglais que moi je connais pour leur donner ma position, en fait, notre position. Et dites-vous que sur la mer Méditerranée... Vous avez fait la boussole. Ah oui. Non, la position, je voulais dire. Donc du coup, dis-toi que sur la mer Méditerranée, au fait, quand tu es sur la mer Méditerranée, c'est là où tu comprends que la vie n'est vraiment rien du tout. La vie n'est rien. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que le ciel va toucher ta tête, au fait. Tu es en compte. Au fait, tu vois tout ce qui est autour de toi, c'est que l'eau. Tu ne vois ni maison, ni rien du tout. C'est vraiment l'eau. Et moindre faux mouvement, direct, tu tombes.
Et comme tu tombes là, c'est pas pour dire qu'on va te sauver, tu vas forcément mourir. Tu vas forcément mourir. Et tout ce que l'on avait sur nous comme moyen de sauvetage, c'était quoi? C'était les vessies de voiture, les vessies de roue de voiture qu'on avait gonflées. Oui, les pneus là. Mais en vessie, au fait, à l'intérieur, là, il y a la vessie, voilà. On avait pompé, on a gonflé ça et puis on a mis ça sur nous comme ça. Ça, au moins, ça fait résister sur l'eau pendant peut-être 48 heures. Mais ça dépend de la position sur laquelle tu te trouves dans la mer. Nous étions en pleine mer Méditerranée parce que notre objectif, c'était d'arriver en Grande Espagne qu'on appelle Madrid. Voilà, c'était ça l'objectif, Grande Espagne au fait. Et quand nous sommes arrivés, quand nous étions justement en pleine mer Méditerranée comme ça, c'est difficile. Si là, en ce moment, l'Odiac chaville, c'est tout le monde qui meurt. Mais souvent, on a l'habitude de voir les gens qui sont pleins, c'est-à-dire dans leur... Bon, après, les personnes qui sont pleines, ça s'appelle... Oui, ça, au fait, notre convoi de 10, c'est ce qu'on appelle l'Odiac. L'Odiac, c'est quelque chose qu'on gonfle, au fait. Mais ce que vous voyez, par exemple, ceux qui viennent en convoi de 300 personnes, 400 personnes, ça, ce n'est plus l'Odiac pareil comme nous autres, là, au fait. Ce sont les grands trucs, au fait, à moteur. Or, pour nous, c'est ce que nous, on pagaille nous-mêmes, au fait. Or, les autres, c'est en moteur. Avec le moteur, ça va plus vite. Or, pour nous, on a pris le temps de pagayer. Ce qui fait que nous, ça nous a pris quoi? On a posé le jack sur la mer à 2h30 du matin et la Croix-Rouge nous a enlevés sur l'eau à 11h. Donc, vous étiez sur l'eau comme ça? Oui, jusqu'à... Est-ce que vous entendez même? Ah ben oui. Ça dit moi, jusqu'à 11h, on était en train de pagayer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a vu, j'ai un ami qu'on appelle Donald, il nous dit, lève la tête, regarde, il y a le bateau de la Croix-Rouge qui arrive. Quand je lève la tête, je regarde le bateau de la Croix-Rouge qui vient. Oh là là, c'était les larmes, c'était des pleurs. On voit le bateau qui arrive. Et après le bateau, il a donné signe à l'hélico parce qu'il y avait un hélico qui était sur notre tête pour donner la position au bateau, au fait, voilà. Et dès que le bateau est arrivé, c'est comme ça qu'on nous a récupérés. On nous a désinfectés, on nous a envoyés au camp directement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Méditerranée, c'est quelque chose de phénoménal. 4 heures avant que nous on ne pose l'Odiac sur la mer Méditerranée, on avait un convoi de nos amis voisins qui sont allés poser l'Odiac. On leur a fait comprendre que le temps n'est pas bon. Il ne faut pas poser l'Odiac maintenant parce qu'il y a trop de vagues, il y a trop de ceci. Après, ça va déjà, vous avez fait combien de jours sur le bateau, je sais pas. Bon, nous, on n'a pas fait des jours. On a posé l'Odiac, comme j'expliquais, à 2h30 du matin. Et la Croix-Rouge espagnole nous a enlevés à 11h. C'est-à-dire que vous avez décollé d'où pour prendre le... Voilà, la ville où on a décollé... Sur la mer. D'accord. La ville où on a décollé, c'est ça. La ville s'appelle Tanger. Nous étions à Tanger. Déjà, c'est une très bonne question parce qu'avant de poser l'Odiac sur la mer Méditerranée, il y a ce qu'on appelle d'abord l'étude du vent que tu dois faire. Tu dois aller prendre, il y a quelqu'un qui est chargé de rester à bord pendant peut-être 2-3 jours. Il va étudier par exemple le vent, voir si est-ce que le temps est bon, les vagues, tout ça là, avant de poser l'Odiac. On ne se lève pas et on dit bon voilà, on va poser l'Odiac directement. Non. Tu étudies d'abord. Il y a une personne qui est chargée de faire ça, qui va. Ça s'appelle cibler. Il cible d'abord le terrain. Il cible. S'il n'y a pas les militaires, la marine marocaine, la marine royale marocaine. Parce que quand la marine royale marocaine t'attrape, direction refoulement. Et quand on te refoule, c'est au désert. D'accord. C'est au désert. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est parti de Tanger. On a posé justement, comme j'expliquais, de 2h du matin jusqu'à 11h du matin qu'on nous a enlevés sur la mer Méditerranée. C'est quelque chose de phénoménal. C'est très dangereux. Au fait, quand moi j'étais sur la mer Méditerranée, c'est là où j'ai compris que ici, il n'y a plus de qu'est-ce que je vais dire à ma mère, qu'est-ce que je vais dire à mes amis. J'ai juste dit, je meurs, je suis mort. De toute façon, je suis même déjà mort. Tout ce que je me suis dit, c'est, de toute façon, je suis déjà mort. J'étais là. Quand je regarde comme ça, je vois que l'eau. Je regarde là, je vois l'eau. À gauche, à droite, c'est que autour, c'est que l'eau. Et quand je lève la tête, j'ai l'impression que le ciel est sous mes yeux, juste au-dessus de mes yeux comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est le fait que vous avez Dieu peut-être dans le bateau qui fait que vous... Non, c'est pas ça. C'est parce que nous étions en pleine mer, au fait. Parce que je t'ai dit, l'objectif, c'était de viser Tarifa. Tarifa, c'est Grande Espagne. C'est Tarifa. Il y avait des bateaux derrière vous? Il n'y avait rien. Tu ne vois rien du tout. Ni bateau, ni rien. Nous étions que 10 personnes en pleine mer Méditerranée. Il n'y avait que nous.
Tu ne voyais rien du tout. Rien, rien, rien du tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'appelais la Croix-Rouge, ils avaient du mal à nous repérer. Ils avaient vraiment du mal à nous repérer. Après, vous êtes arrivé où à la porte d'Espagne? Alors, Madrid. nous sommes arrivés à Tarifa. Tarifa qui est un camp des migrants. Mais là, est-ce que les gens sont obligés de vous sauver ou qu'ils veulent vous laisser? Voilà, très bonne question. Quand tu arrives au niveau quand la Croix-Rouge espagnole vient te récupérer, des fois, ils ont une question qu'ils vous posent. Ils vous demandent, ouais, est-ce qu'il y a des autres personnes encore sur la mer ou bien est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont mortes, par exemple? Si tu dis oui, par exemple, que oui, il y avait des cadavres, tout ça, là, ils vont vous dire, ben, pourquoi vous ne l'avez pas sauvé? Pourquoi? Et puis ça peut vous créer aussi des ennuis, genre, limite, il y a des personnes qui sont méchantes, ils vont vous dire, ben, retournez là où vous êtes venu. Juste parce que vous avez laissé les autres mourir, au fait. Donc voilà, des fois, c'est un peu compliqué. Sur ton bateau, il n'y avait pas de... Dans mon convoi, dans mon convoi personnellement, il n'y avait pas de morts. Mais sauf que quand nous, on a traversé, il y avait des morts dans l'eau. On a croisé des cadavres dans l'eau. Mais on a été fort. Et pendant notre convoi, justement, j'ai oublié de vous expliquer un détail. J'ai vu, comment on appelle les poissons là, qui jouent avec les dauphins. Je ne sais pas si ce sont les dauphins qui jouent avec les hommes, tout ça là. Qui nous a beaucoup distrait aussi à un moment donné parce que ça sautait justement, et il fallait vraiment être concentré. Je ne sais pas si c'est dauphin, mais il y a un poisson qui aime bien jouer avec l'homme, je sais pas. Et deux fois ce poisson justement, oui, je crois que c'est lui. Après, si la je ne me baleine, trompe pas. je sais pas. Non, je ne pense pas que ce soit la baleine, non, pas Non, du tout. dauphin, pardon, si c'est pas ça, dites-nous. Donc voilà, quoi, voilà, c'est ça. Et ce poisson-là, justement, des fois, ça sauve même des personnes, hein, des beaux-ailleurs qui ont les zodiacs qui ont chaviré. Il les pousse jusqu'aux côtes, par exemple, de la mer, la côte la plus proche, il les envoie à la côte la plus proche. Et deux fois, il peut t'envoyer sur une côte espagnole, et c'est fini, tu as Boza comme ça, par exemple, tu es arrivé en Espagne. Et deux fois, il peut t'envoyer sur une côte marocaine, et puis la marine royale marocaine t'attrape, et on te renvoie au refoulement encore, au désert. Donc vraiment, ça varie, au fait. Ça varie. Vous êtes rentrés? Nous sommes arrivés à Tarifa, justement, au camp. Et quand nous sommes arrivés, c'était que des pleurs. C'était que des pleurs. Joie ou parce que vous oui, pleurs de joie parce que quand on a pensé à la souffrance, au risque, surtout le risque qu'on a vu. Tu peux me dire en fait, pardon, combien d'années ou de mois tu as fait en quittant Cameroun? Parce qu'on a sauté des étapes parce que ça fait vraiment... Oui, c'est vrai que... Combien de mois ou d'années tu as tapé sur la route? On a sauté pas mal d'étapes, c'est vrai. Parce que je vais revenir de toute façon, c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qu'on va faire de manière progressive. Et je vais prendre le temps de vous expliquer ça pas à pas et très bien afin que vous compreniez vraiment, vraiment, vraiment ce mouvement au fait. Donc ça m'a pris combien? Ça m'a pris environ 3 ans d'aventure que j'ai pris. 3 ans d'aventure au total pour arriver en France au fait. 3 ans d'aventure parce que après quand je suis quitté du Cameroun jusqu'à Cameroun, Nigeria, Benin, Niger, Tamaracet. Après, je suis allé jusqu'à Oran. Oran, je suis allé à Magnéa. Magnéa, je quitte. Je m'en vais un côté de la Libye. Ça ne donne pas là-bas. Je reviens. Je m'en vais du côté de Biskra. Oui. Je m'en vais vers Biskra. Biskra qui fait frontière avec la Tunisie, côté algérien. Ça n'a pas aussi donné là-bas. Je suis revenu encore. Et après, je suis allé à Oujda. Oujda, qui est la première ville du Maroc, qui fait frontière aussi. Après à Oujda, je suis allé en forêt de Nador. Je vous parlerai aussi de la forêt de Nador qu'on appelle Gorogo, au fait. Il y a aussi un grand mystère qui se passe là-bas. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là-bas, dans cette forêt, vraiment. Cette forêt qui rend parfois des gens fous. Pourquoi il y a des esprits? Pas qu'il y a des esprits, mais c'est justement une forêt où, même pas la plupart, où tous les clandestins se refugent, au fait. C'est une forêt où la vie de cette forêt est difficile à raconter. Il faut vivre pour comprendre. Il faut la vivre pour comprendre. C'est un autre monde. À Gorogo, c'est un autre monde au fait. Là-bas, tes amis sont les poux. Tes amis sont les poux. Tu ne peux pas te coiffer. Tu as du mal à te laver. Tu te laves peut-être une fois par semaine. Tu manges. Tu as du mal à manger parce que c'est difficile. Et tu ne peux pas dire que tu vas aller peut-être acheter un truc parce que si tu fais l'erreur, tu descends et que la police t'attrape. Refoulement au désert encore. Reprendre à zéro. Voilà. Là-bas, pour dormir, on dort avec quoi? Par exemple, des couettes par terre. S'il pleut, tant pis pour toi. S'il neige, tant pis pour toi. C'est un autre monde, au fait. C'est fou, au fait, cet endroit. Donc, vraiment, je prendrai le temps de vous raconter aussi l'histoire de Gorogo. Et je prendrai le temps aussi de vous raconter l'histoire de la barrière de l'Espagne.
qui fait 14 km en longueur et 7 km d'auteur. Voilà, vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est sûr. C'est quelque chose de fou, vraiment. Donc, je vous invite à vraiment vous abonner massivement. Ça va vous faire du bien. Donc, voilà. Et après, vous êtes arrivé en Espagne. Nous sommes arrivés en Espagne, justement, on s'est occupé de nous et au camp. Combien de temps brièvement En Espagne, j'ai fait quoi? J'ai fait moins de 3 mois. Hein. 3 et mois. ouais, bon, vu que c'était pas trop ma langue, j'étais pas trop dans la langue espagnole, tout ça, j'ai décidé d'aller en France. Pas l'espagnol. Voilà, donc j'ai dit, bon, c'est pas mon monde là-bas. J'ai décidé de partir en France. Je vous raconterai aussi comment je suis arrivé en France, justement, de quelle manière je suis arrivé en France et tout ça, vraiment, ça va vous faire du bien. D'accord. Là, Donc, voilà, on va faire la deuxième partie dans très bientôt. Très bientôt. Voilà, donc, je vous invite à vous abonner. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi ce petit story time. Yes, avec mon frère Idriss. Le béni de Dieu, n'oubliez pas. Toujours. Donc voilà, on vous fait plein de bisous. Abonnez-vous, activez votre cloche de notification et on est ensemble. Bisous.